Larcher, je vais commencer par vous, parce qu'on a besoin de rêver aujourd'hui, et que le rhum s'avère être un secteur potentiellement porteur pour le BTP. Alors on va commencer par des choses un petit peu évidentes, mais il faut les rappeler. On se souvient des incendies, de l'Ammonie, de Paz, ces incendies qui ont imposé dans un premier temps la mise aux normes de toutes les distilleries. Est-ce que vous pouvez en parler? Et puis des investissements que ça a généré pour montrer à quel point votre filière est porteuse d'investissements pour le BTP. Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, hélas, notre filière, comme dans les années 70, la filière cognac en Charente, a connu donc des incendies, 2 incendies donc de chais de vieillissement. Donc les chais de vieillissement sont les lieux où effectivement on stocke notre précieux rhum vieux. Et ces incendies ont amené la DRIR de l'époque, la DEAL aujourd'hui, à mettre en place des études de danger et ensuite des demandes via des arrêtés préfectoraux de mise aux normes des sites d'un point de vue à la fois sécurité et environnemental. Et ces investissements découlant de ces mises aux normes étant essentiellement liés à la mise en place de donc de bâtiments, donc de construction de nouveaux chais, puisque certains d'entre nous stockaient des rhums dans des bâtiments avec des bardages, ce qui ne permettait pas effectivement les normes ICPE. Il fallait effectivement avoir des murs avec une tenue au feu, avec des durées définies, des charpentes avec des tenues au feu, etc. Plus tout ce qui concerne les équipements de détection et d'extinction automatique d'incendie. Et donc l'ensemble des distilleries de la Martinique, puisqu'on a aujourd'hui 12 sites qui stockent du rhum et du rhum blanc et du rhum vieux, ont entamé à ce moment-là une démarche de mise aux normes qui a commencé dans les années 2000, qui a été financée au travers notamment d'aides à l'investissement FEDER, donc sur le PO, enfin sur le DOCUP 2001-2006. Ça n'a pas été hélas possible ensuite. Et donc il y a eu effectivement en 2001-2006, puis ensuite 2006 jusqu'à 2011-2012, des investissements importants de la filière en la matière, avec des investissements qui pouvaient aller chaque année de 5 à 10 millions d'euros d'investissement, donc pour l'ensemble de la filière en bâti par an, pour ces démarches de mise aux normes. Donc ça a essentiellement touché un petit peu les distilleries, mais beaucoup les chais de vieillissement. Et ensuite, effectivement, dans les années 2010, 2011, 2012, on a eu là encore des évolutions au niveau des problématiques d'embouteillage, donc des investissements importants qui ont été faits sur l'embouteillage, qui continuent à être faits, avec des constructions de bâtiments importants. Dans le cadre, par exemple, de Clément, nous avons un projet aujourd'hui d'un bâtiment quand même d'un coût de 10 millions d'euros qui va être fait sur cette année 2018. Et c'est la suite d'investissements qui ont été faits effectivement donc dans les distilleries. Et nous avons aussi une démarche de préservation du bâti. Alors certes, il y a de la construction, mais il y a aussi toute une démarche de préservation du bâti au travers de la logique patrimoniale qui se fait aussi. Je peux citer le musée du Rhum de Saint-James avec les 2 bâtiments magnifiques qui sont entretenus et qui sont des bâtiments donc essentiellement en bois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un gros effort qui est fait de la part des acteurs sur ce bâti. Des projets sont dans les cartons, effectivement, encore de construction dans les années à venir. Alors on va poursuivre avec vous. Alors exceptionnellement pour ceux qui sont là depuis 2 jours, de manière exceptionnelle, on va aller au bout en fait chaque fois de l'intervention parce qu'on a là des sujets qui sont extrêmement différents et on risque de perdre le fil si on mélange un peu les différents intervenants, en tout cas pour l'instant. Alors toujours dans le domaine du rhum, certains investissements sont dus aussi à l'augmentation des besoins dans les distilleries puisque les ventes de rhum se portent bien, très bien dans l'Hexagone. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur un secteur aujourd'hui qui a même presque des souffrances au niveau de la matière première. Donc, on manque de produits. Donc, c'est vrai que c'est une chance pour nous, en ce sens que nous avons un marché hexagonal, en fait, un marché martiniquais d'abord, qui a été plutôt en baisse depuis une vingtaine d'années, avec des tendances marché à -1 par an. Donc, on a quand même beaucoup perdu. Et puis, depuis maintenant 2-3 ans, nous avons une hausse importante du marché, une moyenne de progression en 2016 et 2017 de 5% par an du marché en Martinique, et qui est liée au développement du spiritourisme, du tourisme autour des distilleries.
pour la plupart des acteurs du rhum aujourd'hui, le premier client de la Martinique est leur propre distillerie, au travers de leur boutique où ils vendent leurs produits. Sur le marché hexagonal, qu'il faut le rappeler, est notre premier marché pour le rhum de l'outre-mer. Aujourd'hui, nous produisons en Martinique 16 millions de litres. Sur le marché hexagonal, nous en vendons 10 millions. Le marché hexagonal est un marché qui est en progression très régulière. Aujourd'hui, le marché du rhum blanc dans l'Hexagone fait une année 2017 à +2, +3. Le marché du rhum vieux a fait un bond à +20, +25. Ça fait une moyenne à +7 en volume. Donc +7 en volume sur le marché hexagonal. Ça profite certes au marché du rhum de l'outre-mer, mais aussi le rhum des pays tiers, qui de plus en plus prennent des parts de marché, que ce soit Bacardi Havana Club, mais aussi les rhums vénézuéliens, philippins ou guatémaltèques. Et ça implique finalement, et ça profite aussi au BTP, puisque ça implique du coup la construction de chais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, le fait aujourd'hui d'avoir le développement des ventes de rhum vieux, sur la logique du rhum AOC Martinique, le rhum vieux ne peut être qu'embouteillé sur l'aire de production. Donc ça veut dire que vous avez à la fois la canne à sucre, la distillerie, le vieillissement et l'embouteillage qui se fait en Martinique. Et il est clair que le développement des ventes de rhum vieux sur l'Hexagone favorise finalement la construction de bâtiments pour vieillir du rhum. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Le rhum vieux aujourd'hui, au niveau hexagonal, c'est 2-3% du marché du rhum hexagonal. Le rhum ambré, notamment au travers de produits comme Negrita, c'est 20%. Et le reste, c'est le rhum blanc. Alors qu'en Martinique, un tiers du marché, c'est aujourd'hui le rhum vieux. Donc ça peut laisser effectivement imaginer que sur le marché hexagonal, il y a encore des possibilités de progression, en sachant que la France est le premier consommateur mondial de whisky en litres, donc pas par habitant, en litres tout court. Donc c'est le premier marché mondial de whisky. Et donc on sait que les Français ont une culture donc de l'alcool vieilli au travers du whisky qui est importante. Donc le rhum vieux se positionne de plus en plus comme une alternative. Et ensuite, sur le marché, le grand export, donc on a effectivement aujourd'hui, compte tenu de nos coûts de production, on ne peut pas imaginer arriver à exporter au Japon, aux États-Unis, en Italie ou en Europe et être compétitif des rhums des pays tiers. Donc il est clair que sur du rhum blanc, par contre sur du rhum vieux, là il y a des possibilités effectivement de pouvoir envisager d'être compétitif. Et c'est effectivement l'engagement que prennent la plupart des filières. Donc le rhum des acteurs, pardon, le rhum vieux aujourd'hui et le rhum blanc de martiniquais sont présents dans 100 pays dans le monde aujourd'hui. Et rien que les États-Unis aujourd'hui, nous sommes 6 marques à être présents sur le marché américain. Et donc beaucoup au travers des rhums vieux et un petit peu des rhums blancs. Et là encore, on pousse effectivement à la valorisation du produit au travers d'un produit d'excellence qu'est le rhum vieux, qui nécessite du bâti. Donc c'est sûr que plus on vendra de rhum vieux, plus il y aura besoin de bâtiments. À titre d'exemple, la construction d'un chai, je crois que c'est plusieurs millions d'euros. Oui, un chai aujourd'hui, c'est, en fonction de la façon dont on l'équipe, un chai de 4000 fûts, c'est à peu près 3 millions d'euros d'investissement pour le bâtiment, en sachant que aujourd'hui nous avons en Martinique, bon an mal an, autour de 50 000 fûts, donc stockés. Donc de rhum. Donc vous avez dit effectivement qu'il y a l'équivalent de 12 à 13 chais de 4000 fûts donc présents sur le territoire. D'accord. Les volumes, donc on a vu, ne cessent de croître. Et puis il y a le volet que vous aviez évoqué, le volet du spiritourisme avec la construction, la rénovation de lieux d'accueil pour les touristes. Au-delà du bâti patrimonial, on peut parler de restaurants, de boutiques. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la démarche, la Martinique est la première région de spiritourisme de France. Et je remercie encore Contact pour les ateliers sur le spiritourisme qui a été fait donc l'année dernière et qui a sans aucun doute contribué à ce que d'abord notre filière prenne bien conscience de l'importance de cette dynamique du tourisme autour des distilleries, mais aussi le politique et la Martinique. Là, je sors d'une réunion qui a lieu en ce moment à l'ex-conseil général sur le patrimoine, et il est clair que le dossier du spiritourisme a été évoqué aussi dans le cadre du patrimoine, puisque le fait effectivement d'avoir des touristes sur les sites de production nous amène à nécessairement entretenir le patrimoine. Et c'est vrai que c'est au-delà du patrimoine qui peut être préservé pour des raisons de production, on se retrouve avec du patrimoine qui est préservé pour des raisons de tourisme. Et ça c'est un point très important, puisque si on veut que 600 000 touristes l'année dernière et plus viennent dans nos distilleries dans les années à venir, il est très important que notre bâti soit de qualité. Donc il est clair que la démarche de préservation effectivement du bâti est importante. Ensuite, le fait est que
on peut se retrouver dans cette distillerie avec une approche où l'on veut offrir un service le plus complet possible aux touristes. En ce sens que le touriste va venir le matin, il va arriver à 9h, 10h, il va rester 2 heures sur site, et ensuite, il va aller à la plage. Mais avant d'aller à la plage, il souhaite déjeuner. Donc certains d'entre nous ont déjà sur leur site des restaurants, donc des structures donc de restauration qui sont là effectivement à destination des touristes. D'autres structures vont investir donc dans des restaurants. Ça, c'est clair qu'au niveau des sites aujourd'hui du Spirit Tourisme, il y aura une démarche effectivement d'investissement dans la restauration, ne serait-ce que pour être sûr de garder la clientèle sur place, et puis d'être sûr clairement de la qualité du service qui sera donné aux visiteurs. Et dernier point, vous disiez tout à l'heure que les boutiques sont aujourd'hui donc un point très important pour nous en termes de débouchés produits. Pour donner une idée de chiffres que je connais bien de l'entreprise que je dirige, notre boutique aujourd'hui a reçu en 2017 200 000 visiteurs. Donc 200 000 personnes sont passées au travers de la boutique l'année dernière. Ils étaient 4 fois moins il y a 10 ans. Et aujourd'hui, la tendance des distilleries en visite aujourd'hui est autour de plus 15 à plus 20 cette année 2018. Donc, si vous voulez, on est appelé à avoir de plus en plus effectivement de visiteurs donc sur des sites de boutiques. Donc, automatiquement, il y aura des investissements de rénovation ou d'agrandissement ou de nouvelles boutiques qui se feront sur les sites du Spirit Tourisme. D'accord. Alors pour conclure, pour le Spirit Tourisme, c'est difficile à quantifier, mais est-ce que vous pouvez donner des chiffres de l'investissement qui est fait en termes de bâti dans la filière rhum? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut estimer chaque année entre 5 et 10 millions d'euros d'investissement chaque année des acteurs du rhum sur le bâti. Sur le bâti, oui. D'accord. Donc effectivement, c'est une belle perspective pour l'avenir du BTP parmi d'autres domaines. Merci beaucoup.